Bonjour à tous, bienvenue dans les studios du Figaro. Comment réarmer la France sans augmenter les impôts, sans toucher au modèle social à l'heure où la France est face au mur? C'est le titre du dernier livre d'Agnès Verdier-Molinier. Elle va nous donner son point de vue. Un collège transformé en centre de mineurs isolés, c'est le projet du conseil départemental des Yvelines à Mantes-la-Jolie. Et sur place, le maire dit non. On aura son point de vue en direct et sur place aux côtés de Timothée Delem. Et puis, il a tutoyé Steve Ballmer, Bill Gates. Il a connu la Silicon Valley comme sa poche. Il est aussi bien à Singapour, à Paris qu'à Palo Alto. Il a aussi tenu tête au président Sarkozy. Il a connu aussi le désarroi des cadres dirigeants qui tombent de leur piédestal. Il s'attaque aujourd'hui à un vaste sujet aussi important qu'oublié, celui de la reconversion et également des seniors sacrifiés selon lui au profit des retraités. Christophe Holnet, ancien directeur général de Microsoft France, est l'invité de Point de Vue. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Vincent. Que vous a inspiré l'allocution du président de la République mercredi soir? Je crois qu'on est à un tournant, mais ça fait des années qu'on appelle à ça à la Fondation IFRAP, parce que l'État se reconcentre sur ses missions régaliennes. D'ailleurs, on a repris tous les travaux qu'on avait publiés depuis plusieurs années. Et dès 2017, on disait qu'il fallait qu'on aille à 3% de dépenses de défense par rapport à la richesse nationale française. Et on n'y est pas du tout encore, en réalité. Là, on est un peu encore en dessous des 2% de dépenses de défense par rapport à la richesse nationale quand on compte hors pension militaire. C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'on est quand même aujourd'hui au global à plus de... Oui, mais quand on est hors pension militaire, en réalité, on est en dessous des 2%. Ouais. Et quand on regarde la trajectoire jusqu'en 2030, il va falloir faire beaucoup d'efforts pour arriver véritablement à 3%. Et là, on vient de recalculer si on est à 90 milliards. C'est ce qu'a dit le ministre. Alors, justement, il va même au-delà de 90 milliards. Donc, actuellement, le budget de la défense... 50 hors pension militaire. 50 milliards d'euros hors pension militaire. Lui veut arriver à 90, voire à 100 milliards d'euros. Oui. Mais même à 100 milliards d'euros, ça ne nous fera pas 3% en 2030. Donc c'est pas assez. C'est pas assez, mais le problème, on le connaît tous. Alors, vous allez me dire, le problème, c'est comment on finance. C'est ça. Alors, comment on peut financer le réarmement de l'enfance sans augmenter les impôts, pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, et surtout sans toucher, selon la formule de François Bayrou, au modèle social. François Bayrou a d'ailleurs dit ce matin que chez nos confrères, enfin ce vendredi matin, chez nos confrères, consoeurs en l'occurrence, de Europe 1 et CNews, qu'il faudrait 2 mois pour trouver un modèle de financement. Ah oui, mais la réalité, c'est que les caisses sont vides. C'est ce que je dis dans mon livre Face au mur. On est dans un niveau de dette à 3300 milliards de dettes, avec des coûts de la dette annuelle qui deviennent insupportables. Vous avez vu d'ailleurs, je pense, sur les marchés, que le taux de la France à 10 ans a augmenté énormément. Là, on était à 3,53 hier, je ne sais pas combien. Ce que vous expliquez, qui est très intéressant dans votre livre, c'est que certes, les débiteurs nous font, enfin, les gens qui nous font crédit nous font confiance, mais ils nous font plus tellement confiance à long terme, ils nous font confiance à court terme. Oui, mais c'est ce que dit déjà l'agence de notation qui nous a mis en perspective négative, S&P, qui dit il n'y a pas de consensus en fait sur la réduction du déficit en France. C'est-à-dire que quand S&P dit il n'y a pas de consensus, c'est on n'est pas d'accord en fait sur la réduction du déficit. C'est ça que perçoivent en tout cas les agences de notation. Mais d'ailleurs, on a déjà eu l'occasion d'en parler. En 2025, il n'y a pas 30 milliards d'euros d'économie. Il y a 3 milliards d'euros de vraie économie et il y a 27 milliards de hausse d'impôts. Donc quand le président de la République dit qu'on va réarmer la défense sans augmenter les impôts, ça veut dire qu'il faut faire des économies. Donc le plan que je propose dans mon livre de 110 milliards d'économies à l'horizon 2029, il est encore plus urgent. Ouais. Et quand le Premier ministre dit que ce sera sans toucher le modèle social,
Mais en réalité, c'est pas vrai. Voilà, c'est la question. Moi, j'ai vu les 110 milliards d'euros d'économie. On peut peut-être détailler même ce que vous préconisez. J'invite en tous les cas les téléspectateurs, les téléspectatrices et les internautes à lire votre livre parce qu'il est vraiment très très intéressant. Merci. Sur ce plan-là. Non, mais il est très didactique. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais enfin en tous les cas, c'est clair et il y a des choses concrètes à l'intérieur. Mais est-ce que le problème finalement n'est pas réglé avant de s'être à peine posé? Comment peut-on faire 110 milliards d'euros d'économie alors qu'il va falloir remettre de l'argent pour faire arriver à 100 milliards d'euros au moins, si je vous suis en plus, au moins 100 milliards d'euros par an pour la défense. Et en fait, on avait un modèle qui était régalien avec du social, mais pas trop de social. Ça, c'était dans les années 60. On était à 5% de dépenses de défense par rapport à la richesse nationale dans les années 60. Et à peu près 16%. Et à peu près 14% de dépenses de protection sociale. Maintenant, on est à plus de 31% de la richesse nationale en dépenses de protection sociale et on rame pour aller à 2% de dépenses de défense. Donc dire qu'on ne va pas toucher au modèle social pour se reconcentrer sur un État régalien, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps depuis les années 60 ? L'État Mama s'est développé au détriment de l'État Papa. C'est ce que vous allez me dire, c'est-à-dire que l'État social s'est développé au détriment de l'État régalien. C'est la sécurité sociale qui est devenue quasiment notre corpus constitutionnel. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, nous sommes plus dans une sécurité sociale que dans un État presque. Puisque vous savez bien que les dépenses sociales, de protection sociale, c'est 850 milliards, c'est beaucoup plus que les dépenses de l'État. Bon, et tout ça est très imbriqué. Mais maintenant, il faut dire les choses. Notre modèle, il n'est pas social, il est devenu antisocial. C'est ce que j'explique dans le livre. Il ne nous amène pas plus finalement de prospérité, plus de richesse par habitant, il nous en apporte moins. Je voudrais qu'on écoute Nicolas Dufour, qui est le président directeur général de Banque Publique d'Investissement BPI France, et qui était l'invité de nos confrères de France Culture et qui a tenu ces propos qui, bien évidemment, font polémique et en tout cas font réagir. Justement, je voulais avoir votre réaction. On l'écoute. On peut plus tout se payer. C'est-à-dire qu'on peut plus se payer l'État-providence le plus généreux d'Europe, voire du monde, et en même temps réarmer dans une perspective de confrontation de type guerre froide. Alors ça, vous l'avez dit, mais alors on coupe où ? Ça, c'est le rôle des grands acteurs, en particulier ceux qui sont en train de négocier dans le cadre du conclave, de le dire. Mais très clairement, il faut déjà commencer par se dire que on ne devrait plus accepter de prendre 1 euro de dette de plus pour financer des dépenses de prestations sociales pures. La dette, ça sert à financer des investissements, ça sert à financer typiquement des canons, des centrales nucléaires, mais ça sert pas à financer le Doliprane de ma mère. Et pourtant c'est ce qu'on fait, et on le fait massivement, puisqu'au fond on a 3300 milliards de dettes en France. Vous pouvez vous dire que un tiers, c'est de la prestation sociale quotidienne. Un tiers donc des 3300 milliards de dettes sont de la prestation quotidienne sociale. Vous confirmez les chiffres ? Oui, non, mais après, c'est très difficile de dire d'où vient la dette. Tout le monde s'y emploie en ce moment. En réalité, ce qu'on avait montré, nous, à la Fondation IFRAP, c'est qu'on s'était beaucoup plus endetté pour fonctionner que pour investir. En gros, c'est l'idée, en tout cas, soutient Nicolas Dufour. Et d'ailleurs, on avait calculé que si on ne s'était pas endetté pour fonctionner, et notamment sur le social, etc., on aurait le même niveau de dette que les Allemands. Donc, le vrai problème, il est là. C'est pas la dette d'investissement qui est un problème. Justement, lui, il dit, si on veut... Alors, en filigrane, on a bien compris, en gros, il faut faire moins dans le social et plus dans l'État et plus dans le régalien. Mais il dit quelque chose de très juste. C'est d'ailleurs la deuxième proposition de mon livre. Je fais 50 propositions. C'est vous qui lui avez soufflé. Non, mais vous savez, les bonnes idées, heureusement, on les partage. Rendre obligatoire une règle publique d'équilibre des comptes sociaux. Mais c'est absolument nécessaire. S'endetter pour la maladie, s'endetter pour les retraites, s'endetter pour le chômage, s'endetter pour verser des aides sociales de type RSA, etc., c'est une catastrophe pour la France. Donc, ce que vous dites, c'est que... Alors, là où il y a un point d'accord, c'est que il faut... Alors, je veux juste vérifier ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le fait que, il va falloir financer cet effort de défense, finalement, par la dette ? Alors, en réalité...
toutes les idées sont ouvertes aujourd'hui. Vous avez vu cette idée de livret A, défense, etc. On va y revenir, etc. justement. Ouais. Peut-être on en parlera. Mais évidemment, le problème, c'est qu'on va s'endetter plus. Alors nous, on a fait des calculs, déjà, on est en train de... Donc on va s'endetter plus. Alors, on risque d'aggraver le déficit public à l'horizon 2029 ou 2030 de 0,3 points, 0,5 points de PIB. Ça veut dire on quoi ? peut se le permettre, ça, aujourd'hui ? Mais non, en réalité. Ouais, non, ça. Parce que la Cour des comptes a déjà dit que dans une projection plutôt sympa de la situation en 2030, on serait à 120% de dette par rapport au PIB, et dans un scénario qui est un peu plus noir, on serait à 130% de dette par rapport au PIB, et c'était avant le sujet de s'endetter encore plus pour la défense. Donc ça demande qu'on fasse... Il faut réorganiser la dette, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, c'est pas réorganiser la dette, le sujet c'est baisser la dépense, notamment, il a parlé du conclave Nicolas Dufourc, donc je pense qu'il pense à la question de l'âge de la retraite. Ouais. À un moment, il faut dire que ce conclave qui est en train de se poser la question de comment on fait pour retourner à 62 ans, ben en fait, c'est pas ça la question du conclave. C'est comment on fait pour aller à 66 ans. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans mon livre. La proposition est très claire. C'est 66 ans en 2033. C'est même plutôt... finalement très raisonnable par rapport à ce qui se passe dans les pays aux alentours, puisque les autres pays autour de nous, ils sont plutôt déjà à 66 ou à 67 ans, déjà aujourd'hui. Vous ne pensez pas que le discours d'Emmanuel Macron, qui n'annonce pas de mesures, en fait, c'est ça qui a beaucoup frappé dans l'allocution d'Emmanuel Macron ce mercredi, est-ce que c'était pas une préparation des esprits, a dit, dans le but de dire, on ne reviendra pas sur la réforme des retraites ? Alors, peut-être, mais ce que je trouve dommage, c'est que la plupart des présidents de la République, et Emmanuel Macron ne fait pas exception, ont du mal à dire quelles économies il faut faire. À chaque fois, ils disent on va économiser, mais quand on regarde dans le détail, il n'y a jamais de proposition claire. Et là, Nicolas Dufourc est un peu pareil, quand on lui dit mais où est-ce qu'il faut économiser ? Il dit mais finalement ça c'est aux partenaires sociaux de dire où il faut économiser. Personne n'a le courage de dire là où il faut tailler, c'est ça que vous êtes en train de dire. À un moment il faut dire les choses, on a des doublons partout. Et est-ce que vous êtes en train de me dire que finalement, à tout prendre, on aurait plus le courage de dire qu'il faut des impôts supplémentaires plutôt que de dire qu'il faut faire des économies ? C'est du courage de dire qu'il faut imposer toujours plus les entreprises et ceux qui gagnent plus que 3 500 € par mois. C'est du courage, ça ? Non, c'est pas du courage. C'est juste de la facilité. Et c'est ce qu'on fait depuis combien d'années ? Oui, on l'assume plus ou moins quand on le fait. On l'assume plus ou moins. Il faut une forme de... Mais vous avez déjà... faut une forme de courage dans un certain sens. Vous avez entendu la plupart des... prendre une mesure la plupart des forces politiques qui disent qu'il faut aggraver l'impôt. Déjà, ils sont déjà en train de le proposer. Mais alors qu'en réalité, on est déjà le pays le plus imposé. Et que ce qu'on va voir d'ailleurs sur les nouvelles taxes 2025, c'est que ça ne rentrera pas dans les caisses comme c'est envisagé. Donc, de toute façon... quelle que soit la modalité de financement de ces dépenses de défense supplémentaires, on risque effectivement d'augmenter la dette et d'augmenter la charge de la dette. Je vous rappelle qu'elle galope en ce moment en termes de coûts, en termes de coûts annuels, et que plus ça... vous savez, ce chiffre de... Parce qu'autrefois, le premier poste de l'État, le premier budget de l'État, c'était la défense. Maintenant, ça a été c'est l'éducation et la dette. Vous savez, là on se dit comment on va faire pour arriver à 100 milliards de dépenses de défense. Mais on va bientôt dépenser, dans les années qui viennent, en 29-30, on va dépenser 100 milliards de coûts d'intérêt de la dette. Vous voyez, c'est peut-être ça la crise de 29. Non, mais c'est peut-être ça le sujet à un moment qu'il faut se poser. Et moi, dans le livre, je détaille toutes les mesures d'économie qu'il faut prendre, et c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est ce qu'ont fait les autres pays quand ils étaient confrontés à des problèmes de finances publiques. Alors, juste, arrêtons-nous là un instant. Comment d'autres pays ont fait quelque chose que nous n'arrivons pas à faire? Nous n'avons pas soit le courage, soit la volonté, soit le réflexe de faire. Alors, on a repris toutes les évolutions de dépenses publiques sur les différents pays européens, et on s'est rendu compte que beaucoup de nos voisins européens, à un moment ou à un autre, dans leur histoire proche, avaient baissé en valeur la totalité de leurs dépenses publiques. D'accord. Comment ils ont géré ça auprès de leur opinion publique? C'est ça la question. Eh bien, ils ont expliqué qu'à un moment, c'était soit ils augmentaient les impôts, soit... ça, vous pouvez l'expliquer en France, Agnès Verdier-Molinier. Il y a une partie de l'opinion publique qui ne voudra pas l'entendre. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Parce que quand on dit aux Français, vous allez payer tant de plus par mois, ou alors on baisse la dépense, ça c'est concret dans la vie des gens, vous voyez. Mais si on continue à leur dire... Qu'est-ce qui vous permet de penser que les Français achèteraient ça?
Parce qu'à un moment, je crois qu'ils n'ont pas du tout envie de payer plus. Vous voyez, ils n'ont pas envie de payer plus d'impôts parce qu'ils sont déjà surimposés. Déjà, quand un patron paye, mais vous dites ça parce que vous regardez l'impôt sur le revenu. Ok. Mais vous regardez les cotisations sociales. Quand un patron paye 100, en France, on a 46 € dans la poche. En moyenne, dans l'Union européenne, c'est 58. Le coût de la Sécu, pour l'ensemble de nos concitoyens, il est énorme. Donc si demain, on dit, pour financer les retraites, vous allez devoir payer plus tous les mois en cotisation, peut-être en CSG, etc. Pour financer la maladie, vous allez devoir payer plus tous les mois. Là, les Français vont se dire, ah bah tiens, il y a des coûts administratifs dans la Sécu. 7,5 milliards sur l'assurance. Est-ce que vous êtes... Non, mais est-ce que vous vous convainquez pas d'une chose qui n'existe pas? Est-ce qu'on n'est pas plus sensible au fait que de toute façon, même si on paye plus, même si on est plus ponctionné au niveau de nos cotisations sociales, on aura toujours l'argent de la Sécu? Mais non, je crois pas. Je crois que ça, c'est une vision, je suis désolée, plutôt de médias que de quotidien des Français, et qu'à un moment, quand vous posez la vraie question aux Français en leur disant combien ça va vous coûter, par exemple sur l'âge de départ à la retraite, si on leur dit vous payez plus tous les mois ou alors on repousse l'âge de départ à la retraite, ça changera quelque chose. Et ils répondront, on repousse l'âge de départ. Pourquoi pas? Mais je prends le pari avec vous. Juste une question, Agnès Verdier-Molinier, parce que ça file et c'est passionnant de vous entendre. La question qui est posée en ce moment, c'est les différentes pistes pour le financement du réarmement et de l'augmentation du budget de la défense. Deux questions, réponse courte. Est-ce que, là, il y a une question qui a été posée sur le site du Figaro, seriez-vous prêt à placer votre épargne pour financer la défense? Le non est majoritaire. Est-ce que les internautes devraient changer d'avis? Écoutez, de toute façon, cette idée d'emprunter auprès des Français, ça ne changera pas le fait que ça nous fera plus de dettes et plus du coût de la dette. Et par ailleurs, si on veut... C'est une dette un petit peu plus souveraine, entre guillemets, que la dette que vous racontez, dont vous parlez dans votre livre, qui est absolument effrayante. Oui, mais pourquoi? Parce que j'explique que 53% de la dette est détenue par des non-résidents, donc des non-français, on va dire. Et que 83% de la dette à court terme, c'est-à-dire celle qu'elle est contractée pour 3 mois à 1 an, elle est contractée à 83%, même plus, par des non-résidents aussi. Donc en fait, on emprunte énormément auprès d'étrangers. Mais les Français, si on leur dit vous allez faire on va vous faire un livret A pour financer la défense, ils vont pas accepter un livret à 2,4%. Ils vont demander beaucoup plus de taux de rendement. Donc ça nous coûtera de toute façon beaucoup plus cher, Vincent, c'est ça que je vais vous expliquer, beaucoup plus cher en charge de la dette. Donc il faut, et par ailleurs, vis-à-vis des marchés et vis-à-vis des agences de notation, c'est pas parce qu'on fait un emprunt auprès des Français qu'ils verront pas qu'il y a plus de déficit. Est-ce qu'on n'a pas péché à droite et aussi à gauche par sophisme et manque de vision, sinon de courage, en réduisant sous Sarkozy, Hollande et Macron, on se rappelle d'ailleurs de la démission du général de Villiers, le budget de la défense au nom de la réduction de la dette et des déficits? Ça a toujours été le problème français. C'est que quand il faut faire des économies, au lieu d'aller voir les services de communication qui doublonnent dans les régions, les départements et les communes, se poser la question on a taillé dans les régiments. Mais non, mais mais pourquoi? C'est plus facile. Et le problème, c'est que on n'est jamais sur l'évaluation de l'efficience et de l'efficacité de la dépense. Et nous, quand on se penche sur le taux d'absentéisme, le coût de l'absentéisme sur l'ensemble des collectivités locales, de l'État et des hôpitaux, et qu'on voit que c'est 15 milliards d'euros par an, aussi cher que pour le privé, et qu'on s'aperçoit que les collectivités locales, en ce moment, elles veulent pas baisser à 90% l'indemnisation de leurs agents en maladie au lieu de 100%, parce que vraiment, faudrait quand même pas faire trop d'économies. Il y a un moment, on se dit, peut-être que si on posait la question à nos concitoyens, ils diraient, bah non, et peut-être qu'il y a des économies à faire en la matière. D'ailleurs, dans les cahiers de doléances après les Gilets jaunes, il y avait plein d'idées d'économies. Eh bien, justement, on vous reviendrait pour en reparler, mais déjà, vous les détaillez dans votre livre. Il est absolument passionnant. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous, Vincent. De face au mur... il y a des solutions. Il y a des solutions, il y a des problèmes aussi qui sont soulevés, mais qui sont détaillés, on les comprend très bien. C'est passionnant, c'est des chapitres... notre modèle social n'est pas un modèle. Vous avez le pitch en direct, des chapitres clairs et courts, percutants. Pourquoi la France risque le FMI? Ça, c'est très intéressant. Oui, on n'en a pas assez parlé. Et des mesures étayées pour réduire la dette et relancer l'économie. Je suis obligé d'interrompre Agnès Verdier-Molinier, mais vous continuez dans le livre
éditions de l'Observatoire. Il y a un passage très intéressant, ne rebondissez pas, parce que justement ça va être le prochain thème sur le coup faramineux et inquiétant de la politique de la ville, de l'insécurité et aussi sur celui de l'immigration. Et merci beaucoup Agnès. Précisément, les effets de la politique d'immigration, c'est ce qui fait polémique à 3/4 d'heure de Paris, à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines. Bonjour Timothée Delem. Bonjour Vincent. Vous êtes avec Raphaël Cognier, qui est le maire de Mantes-la-Jolie. Il est en colère. En cause, c'est un projet du conseil départemental présidé par l'ancien maire de la ville, Pierre Bédier, qui veut installer des mineurs isolés dans un ancien collège de la cité où vous vous trouvez en ce moment, la cité sensible du Val-Fouret. Exactement Vincent, ici dans ce quartier du Val-Fouret, vous le voyez, c'est ce collège, le collège André Chénier, qui est au cœur d'une polémique, collège inoccupé depuis 4 ans, et c'est ici effectivement que le conseil départemental entend installer des mineurs non accompagnés, c'est comme ça qu'on les appelle, on en parle aussi de mineurs isolés, un projet qui suscite une forte inquiétude, une forte opposition d'un certain nombre d'élus, et c'est le cas du maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cognier. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est justement ici devant ce collège. Vous êtes fortement opposé à ce projet qui doit voir le jour d'ici fin 2025, dans quelques mois. Donc ces mineurs isolés qui doivent être accueillis ici dans cet ancien collège. Pourquoi y êtes-vous opposé ? J'y suis opposé pour 2 raisons. La première, c'est une question de méthode. On ne peut pas aller voir un maire en lui disant « Monsieur le maire, ça va se passer comme ça, le permis de construire va être déposé dans 15 jours et vous n'avez pas votre mot à dire. » Voilà. C'est ce qui s'est passé dans ce cas précis. Exactement ce qui s'est passé, puisque les services du département m'ont demandé un rendez-vous en me disant « On a un projet d'aide sociale à l'enfance à vous présenter. » Je les ai reçus évidemment, et là ils sont arrivés avec 3 PowerPoint en m'expliquant qu'en gros ça allait commencer tout de suite et que de toute façon on venait vaguement me présenter le projet mais qu'on ne me demandait pas du tout mon avis. Donc je trouve ça extrêmement choquant sur la méthode. Après, si on accepte la méthode, il y a 2 problèmes de fond. Le premier problème, c'est que le quartier du Val-Fouret est un des quartiers les plus pauvres de France. Le revenu moyen fiscal par habitant ici, c'est aux alentours de 11 ou 12 000 euros par an. C'est un quartier qui est classé politique de la ville, donc ici à Mantes-la-Jolie. On a aussi tous les dispositifs d'aide à l'éducation, on est en renouvellement urbain, donc on est vraiment, on va dire, dans le top 10 des quartiers les plus pauvres de France. Et donc l'idée, c'est que rajouter des jeunes en difficulté dans un endroit qui a déjà beaucoup de difficultés nous paraît recommencer les erreurs qui ont été faites dans les années 70-80 quand on a parqué tous les gens qui étaient pareils aux mêmes endroits et qui fait qu'aujourd'hui on est obligé de faire le renouvellement urbain. Donc ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, on pense aussi à ces jeunes, ces mineurs isolés qui ont des trajectoires de vie qui sont très difficiles, et ici on a en hyper proximité une dizaine de points de deal qui sont là. On a beaucoup de gens qui sont en situation irrégulière et qui sont ici, qui parfois sont sous OQTF, qui parfois sont violents, puisque notre service de prévention est obligé d'intervenir régulièrement. Et donc, mettre des jeunes à cet endroit-là, dans ce quartier-là, nous paraît être une énorme erreur. Personne n'en veut, ni moi, ni mon équipe municipale, ni les habitants du quartier du Val-Fouret, et ils ont tous un raisonnement qui est un raisonnement de bon sens. On ne peut pas rajouter des difficultés là où il y a déjà beaucoup de difficultés. Alors, on va s'en approcher de ce collège. Il est inoccupé, hein, monsieur le maire, donc depuis 4 ans, donc complètement grillagé. A priori, pas vraiment d'insalubrité, mais quand même, comment est-ce que ça peut s'organiser ? Déjà, vous savez combien de mineurs isolés ça pourrait concerner ? On nous parle d'une petite centaine, voilà. Ceci dit, j'ai pas plus d'infos que ça, puisque j'ai pas encore le permis de construire qui doit être déposé. Donc je sais pas exactement ce qui va être fait. J'ai vu des images, mais qui étaient des images qui étaient tellement aléatoires que en fait, je n'ai aucune vue d'ensemble du projet. Ce que je sais, c'est que le département est propriétaire de ce foncier et donc a jugé qu'il était plus facile de faire les choses ici. Donc je crois qu'il est prévu des travaux à l'intérieur et à l'extérieur. On me parle d'un montant de 4,8 millions de travaux. Je vois pas du tout à quoi ça correspond. J'attends le permis pour savoir exactement ce qui va se passer. Pour l'instant, il y a une certaine incertitude. On va faire le tour de ce collège qui est donc inoccupé, c'est-à-dire grillagé. On n'a pas le droit d'y rentrer. Vous l'avez d'ailleurs mentionné, c'est la compétence, c'est même la propriété du département. C'est un collège, donc c'est la propriété du département. Et en fait, il a été abandonné il y a 4 ans, ainsi qu'un autre collège dans lequel un centre de formation a été fait, et donc il y a un nouveau collège qui a été construit pour fusionner les 2 anciens collèges. Donc celui-là est resté vide depuis 4 ans, et c'est ici que le département veut amener ses mineurs d'ici la fin de l'année. Alors, propriété du département, mais c'est quand même sur la commune de Mantes-la-Jolie dont vous avez la charge, vous êtes le maire. Vous n'avez à aucun moment eu votre mot à dire sur ce projet ?
Alors on est dans un pays formidable. Aujourd'hui, on peut venir voir un maire en lui disant on va commencer un projet chez vous dans 15 jours sans même lui demander son autorisation. Le permis de construire ne sera pas instruit par la mairie, sera instruit par l'État parce qu'on est dans une zone particulière. Donc à aucun moment, le maire et son équipe municipale ont été consultés en quoi que ce soit. Donc moi je considère que c'est un mépris énorme pour nous. Et puis, disons-le franchement, le président du département des Yvelines est aussi élu de Mantes-la-Jolie. Tout le monde sait que j'ai pas... C'est l'ancien maire de Mantes-la-Jolie, Pierre Bédier. Mais depuis, il a été maire il y a très longtemps, c'était il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, il est président du conseil départemental et conseiller départemental de Mantes-la-Jolie. Il connaît parfaitement les difficultés de ce quartier. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il sait au fond de lui-même que c'est pas une bonne idée. Alors, ou bien il n'a pas le choix, ou bien il a décidé de passer en force sur ce dossier. Mais en tout cas, nous, on va s'y opposer parce qu'on considère, et là, pour le coup, c'est mon rôle de maire, de défendre l'intérêt de ma ville et de ses habitants. Qu'est-ce qui vous choque dans ce projet? Parce qu'avec ce que vous dites là, effectivement, vous dites que c'est un quartier qui est défavorisé, c'est un quartier sensible, et c'est le cas, c'est un quartier politique prioritaire. Mais on ne peut pas dire que c'est un problème de manque de connaissance du terrain. On parle quand même de quelqu'un qui a été maire pendant très longtemps de la ville. Oui, et on parle de quelqu'un aussi, Pierre Bédier, qui nous a dit pendant des années que son rôle en tant que président du département, c'était justement de faire en sorte qu'on ne concentre plus les difficultés aux mêmes endroits, mais qu'on répartisse un petit peu les difficultés. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est contradictoire de voir arriver ça. Alors, moi, ce que je pense, j'espère que c'est pas un règlement de compte. Je ne le pense pas, mais en même temps, je suis assez surpris. Le président du département a écrit à tous les maires des Yvelines il y a quelques jours pour leur dire donnez-nous des endroits où on pourrait faire venir. Et chez nous, on nous a pas dit réfléchissons ensemble. On nous a dit ce sera ici et ça commence dans 3 semaines. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que la ville de Mantes-la-Jolie a un traitement extrêmement particulier. Et tout ça est pas drôle parce que continuer à concentrer aux mêmes endroits des problèmes, tout le monde comprend bien que c'est à cause de ça qu'on a créé partout dans notre pays des ghettos et des endroits où les gens n'ont pas une vie normale. On précise qu'il y a effectivement une rivalité locale, clairement, entre vous-même et donc Pierre Bédier, qui est aujourd'hui président du conseil du département des Yvelines. Il y a les municipales aussi qui arrivent. Bon, un certain nombre de sujets locaux. Pour revenir quand même à ce projet très précis, ce que dit le département des Yvelines, c'est qu'il y a aujourd'hui près de 1400 mineurs non accompagnés, mineurs isolés, qui sont logés dans le département, donc dans des foyers, et également à Mantes-la-Jolie, une centaine, oui, dans des foyers de travailleurs, dans des hôtels sociaux. Et en fait, ça, c'est interdit par la loi. Oui. Il faut bien les mettre quelque part. Il faut bien les mettre quelque part. Et la ville de Mantes-la-Jolie ne s'est jamais opposée à l'accueil de mineurs non accompagnés, puisqu'on a des structures en ville où il y a déjà des mineurs non accompagnés. Donc moi, je ne suis pas sur une position de principe. Le département doit les loger quelque part. Très bien, mais c'est son travail à lui. Et s'il pense que c'est en recherchant les sites les plus faciles et dans les endroits les plus difficiles qu'on va résoudre le problème, je ne pense pas. On me dit, ces jeunes, ils vont être en formation. Très bien. J'ai demandé à savoir dans quelle formation pour savoir si l'outil de formation qu'on avait ici était adapté. J'ai pas de réponse. On me dit le département va gérer ça, vous aurez rien à faire, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je n'ai aucune garantie sur le fait que ces mineurs vont pas se retrouver très vite dans des situations de délinquance à cause de certains points environnants autour qui sont très difficiles. Donc le département doit évidemment gérer le problème, puisque tout le monde comprend bien qu'un mineur de 16 ans à l'hôtel sans accompagnement, c'est pas possible. Le département précise qu'il ne s'agit ni de délinquants, ni d'ailleurs de clandestins. On est d'accord, évidemment. Et d'ailleurs, t'es délinquant quand t'as commis un acte de délinquance. Moi, j'ai pas les casiers des jeunes qui vont arriver ici, mais je ne les soupçonne pas a priori d'être des délinquants. C'est pas ça le problème. C'est que quand vous êtes un jeune de 16 ans, que vous avez traversé l'Afrique pour venir, je dis l'Afrique parce qu'on m'a dit que beaucoup étaient originaires, notamment d'Afrique noire, pour venir sans vos parents en France, on se doute bien quand même que vous avez une trajectoire de vie qui est très compliquée. Je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour ces jeunes que de les mettre dans des endroits qui est un des plus compliqués en matière économique, sociale et éducative de France. Ça reflète selon vous un sujet un peu plus large qui est le manque de concertation des maires ? Ça reflète évidemment le fait que malgré tout ce qu'on nous raconte toute la journée en nous disant les maires sont les fantassins de la République, les soldats de je sais pas quoi, etc. Dans les faits, un autre élu peut imposer du jour au lendemain quelque chose à un autre maire. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et puis surtout ça reflète une mentalité qui est un peu enfouie dans notre pays, qui est que en gros, quand on a un problème, on va cumuler les problèmes aux mêmes endroits, comme ça se verra pas trop. Et c'est exactement contre ça que je lutte moi. Je lutte contre le fait que Mantes-la-Jolie devienne les réceptacles de toutes les difficultés des Yvelines. Les Yvelines sont un département riche. Nous, on est un îlot de très grande pauvreté dans un département riche. C'est pas en nous mettant plus de pauvreté, plus de difficultés qu'on va y arriver.
Comment est-ce que vous qualifieriez la situation ici au Val-Fouré, ce quartier donc de Mantes-la-Jolie, quartier sensible, à quel point j'allais dire ? Alors écoutez, moi je suis élu ici je travaille ici depuis une vingtaine d'années, je suis maire depuis décembre 2017, je connais très bien le quartier. La première chose que je veux dire, c'est que c'est un quartier que j'aime beaucoup. On a 60 nationalités, il y a énormément de diversité, il y a un côté extrêmement populaire et des habitants qui sont des habitants gentils, extrêmement accueillants, etc. Pas tous. Pas tous, mais moi je parle en tant que maire, ceux que je rencontre, quand je me promène dans le quartier, je suis souvent extrêmement accueilli. Le plus gros problème qu'on a ici, c'est le narcotrafic. On a sur l'ensemble du quartier une quarantaine ou une cinquantaine de points de deal. Et c'est évident que quand vous avez du trafic à si grande échelle, ça pourrit tout. Ça pourrit la sécurité, ça pourrit le rapport à l'argent, le rapport au travail, etc. Donc c'est un quartier difficile, qui a beaucoup de difficultés, mais qui est en même temps extrêmement et profondément attachant. Je dis aussi que nos chiffres de délinquance à l'intérieur du quartier du Val-Fouré ne sont pas beaucoup plus élevés qu'à beaucoup d'endroits en France. Donc le mythe du quartier qui serait un coupe-gorge dans lequel on ne pourrait pas se promener est absolument faux. On a d'abord ici un problème d'emploi, de formation et de chômage de masse. Voilà. On a ici des gens qui sont plutôt moins diplômés que la moyenne et donc du coup plus de chômage et plus de difficultés. Donc c'est un quartier attachant dans lequel on investit beaucoup, parce qu'il faut le transformer aussi. Il y a certains immeubles qui sont dans des états lamentables, etc. Mais on ne gagnera ce combat que si on tire tout le monde vers le haut et pas vers le bas. Il y a un risque là, clairement, de quelque part jeter ces mineurs isolés dans la gueule du loup, entre guillemets, c'est-à-dire de les livrer aux mains, notamment des trafiquants, des dealers, qui sont en réalité pas très loin de là où nous sommes actuellement. Alors, moi, je ne qualifierais pas le Val-Fouré comme la gueule du loup. Ce que je dis par contre, c'est que... Moi, je parle des trafiquants de drogue. Oui, bien sûr, j'avais compris. Mais il y a évidemment un risque que ces jeunes soient en contact immédiat avec une délinquance. Et comme ce sont des jeunes qui, comme on l'a dit, sont isolés, certes, ils vont être théoriquement accompagnés par les services du département, mais je pense qu'il y a un vrai risque qu'ils soient en connexion directe avec une certaine forme de délinquance qui peut basculer aussi dans le grand banditisme. Donc vous dites que là, on est en train de créer une situation qui en réalité peut s'envenimer et qui peut créer de nouveaux problèmes à l'avenir pour ces jeunes, mais également pour les habitants, et notamment ceux qui, en réalité, une grande majorité, ne posent aucun problème. Bien sûr, puisque il faut être clair sur quelque chose. Moi, en tant que maire, je souhaite que tous ces jeunes... trouvent une formation le plus vite possible et un emploi le plus vite possible. Donc je souhaite leur réussite. Je dis juste que les conditions de cette réussite ne sont pas réunies à cet endroit-là. C'est pas bon pour eux. Et c'est pas bon pour le quartier. Donc en gros, c'est bon pour personne. Et je regrette qu'on nous impose des décisions. Vous savez, cet endroit-là, on devait en faire à un certain moment un parc. Et puis après, le département nous a dit non, on va en faire un centre de formation professionnelle. On a dit banco, c'est très bien. Et maintenant, on nous dit des mineurs non accompagnés. Donc il y a eu beaucoup de changements de la part du département sur ce site. Et aujourd'hui, on se retrouve objectivement avec la pire solution. Parce que c'est en contradiction avec tous nos principes. Nos principes, c'est d'élever ici la qualité des espaces publics, la qualité du bâti, de faire de l'accession à la propriété pour que les gens puissent être à certains moments propriétaires, de faire émerger une classe moyenne qui puisse vivre mieux que celle qu'elle a aujourd'hui pour diluer la pauvreté dans plus de richesse. Et là, on nous remet le nez dans la difficulté. Vous avez connu vous-même cette difficulté d'ailleurs parce que vous avez vous-même été victime d'une agression dans ce quartier du Val-Fouré en 2022 pendant votre campagne municipale partielle ici, oui, que vous avez gagnée. Vous avez le sentiment parfois, on dit que le mandat de maire c'est l'un des plus compliqués, qu'on est comme on dit à portée de bas. Vous avez le sentiment parfois d'être une cible ? Alors, c'est très paradoxal parce que moi, quand je me balade dans ma ville, et je le fais extrêmement régulièrement, y compris au Val-Fouré, il n'y a aucune agressivité de la part des gens. Tout le monde ne vote pas pour moi, tout le monde ne m'aime pas, mais globalement, les gens sont extrêmement respectueux de la fonction. Après, on a un petit pourcentage de la population qui, elle, de toute façon, n'obéit à aucune règle, qu'elle soit de politesse, de courtoisie ou même de respect des personnes. Donc moi, j'ai été agressé une fois dans ce quartier, c'était dans un moment extrêmement particulier d'une campagne électorale qui était extrêmement tendue, mais ça m'est arrivé qu'une seule fois et très honnêtement, je ne me promène pas dans le Val-Fouré en ayant peur de quoi que ce soit. Le métier de maire, c'est un métier difficile. Moi, je dis souvent à mes élus, personne ne vous a obligé à être sur une liste aux élections municipales. Donc, si vous exercez vos fonctions de conseillers municipaux, d'adjoints et de maire, vous le faites avec le sourire et avec l'envie de bien faire. Et le jour où vous en avez marre, vous avez le droit de partir. Donc, moi, je suis passionné par ce que je fais, j'y prends beaucoup de plaisir. Mais je dis aussi qu'on a vécu un mandat extrêmement compliqué avec des problèmes de financement,
j'ai l'impression qu'ils vont continuer dans les prochains mandats, le Covid qui nous a obligés à prendre des décisions dans l'urgence, beaucoup de majorités municipales qui ont éclaté. Nous, ici, j'ai démissionné pour être réélu parce qu'on avait un sujet autour de la majorité municipale. Donc oui, c'est une fonction passionnante, mais qui devient compliquée. Mais sur la situation des maires, c'est par exemple David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, qui disait qu'il y a une 40aine de maires qui démissionnent par mois. Vous comprenez ce chiffre? Est-ce que vous, parfois, vous vous dites, mais effectivement, c'est tellement compliqué, en fait, je ferais mieux de faire autre chose? Alors, écoutez, moi, je suis un éternel optimiste. Donc, en ce qui me concerne, moi, je considère que je prends beaucoup plus de plaisir à exercer mes fonctions que j'ai de contraintes. Donc, tant que c'est comme ça, je continue. Mais vous comprenez que certains, en tout cas, puissent bien être tentés par le fait de passer à autre chose, de faire autre chose? Oui, parce qu'il y a, dans le débat politique, et notamment au niveau municipal qui était épargné jusqu'ici, un niveau de violence qui est parfois extrêmement déroutant pour beaucoup d'élus. Moi, vous l'avez dit, j'ai battu aux dernières élections municipales le président du département dans sa commune, ici. Depuis, j'ai subi un niveau de violence qui est extrêmement élevé. De la part de qui? De la part d'une certaine presse qui lui est complètement acquise parce qu'il achète des encarts publicitaires dans cette presse-là, de sa part à lui, où il fait des déclarations publiques qui parfois sont absolument incroyables. De la part des habitants également? Jamais. Quel est le lien avec les habitants et avec les Mentais? Jamais. De la part des Mentais, jamais. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, il y a des gens qui me disent qu'ils ne voteront pas pour moi, il y a des gens qui s'opposent à moi sur certains dossiers, mais j'ai de la part des Mentais un respect, une écoute. Non, là je parle d'une violence qui est une violence entre guillemets politique et qui, comme moi, quand vous avez une femme et des enfants, parfois est un peu inquiétante. Merci Raphaël Cogniet, merci donc pour cette interview. Voilà Vincent, donc pour ce projet ici, vous le voyez, ce collège qui est juste derrière nous et qui doit accueillir d'ici fin 2025 donc une centaine de mineurs non accompagnés. Merci beaucoup Timothée, merci Raphaël Cogniet, et bien évidemment on continuera de suivre cette polémique et cette affaire et tout ce dossier autour de l'installation de centres de mineurs non accompagnés et également la politique, pas toujours très claire, c'est peu de le dire, de l'État en matière d'organisation et de répartition de l'immigration en France. Bonjour Christophe Holnet. Bonjour. La politique, c'est pas votre truc, non. Ça l'a Pourtant, été. vous avez réussi un joli coup en 2008 en soutenant Jean-Christophe Fromentin à la mairie de Neuilly contre la volonté de l'ancien maire, un certain Nicolas Sarkozy. Oui, absolument. C'était un moment justement de ma carrière où j'avais un petit peu de temps et où j'ai décidé, alors que je voyais se profiler un parachutage à Neuilly et que je trouvais ça un peu déconcertant. Et donc ambassadeur au demeurant. Ce qui a formidablement rebondi ensuite, c'est certain. Et donc j'ai décidé de m'engager aux côtés de Jean-Christophe Fromentin, mais au départ, je dirais à 4 dans une cuisine avec la vision de perturber un peu le jeu politique. Mais finalement, on a lancé une campagne qu'on pourrait qualifier en toute humilité de presque macronienne, puisqu'on a rassemblé un certain nombre de personnes de la société civile neuillienne pour challenger l'UMP qui était toute puissante à l'époque. Alors ça m'intéresse justement, parce qu'on va revenir, vous êtes l'ancien directeur général de Microsoft France. Et précisément, Emmanuel Macron a été un peu la coqueluche de tous les milieux que vous avez fréquentés, dans lesquels vous avez travaillé. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas raconté, en tous les cas, est-ce que ces milieux ne se sont pas racontés une histoire d'Emmanuel Macron qui serait l'homme de la Startup Nation, alors que on voit quand même aujourd'hui combien il est drogué à la dépense publique et que ça a toujours été qu'un haut fonctionnaire? Oui, enfin, moi, de l'étranger où j'étais, parce que j'habitais à Singapour lorsqu'il a été élu, je peux dire que j'ai vu vraiment la différence sur l'image de la France. Et je pense qu'il y a, donc, comme toujours, les bilans sont contrastés. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'attractivité de la France et de l'image projetée, ça a été certainement en tout cas, un vrai changement. Encore aujourd'hui, modulo la dissolution qui a quand même interrogé beaucoup de personnes. Des jolis coups, vous avez surtout réussi, Christophe Holnet, en devenant au début des années 2000 le DG, le directeur général de Microsoft France. Mais surtout, là où on peut dire que c'est un très joli coup, parce que ça on le lit dans votre livre, c'est que vous avez gagné la confiance de Bill Gates et de Steve Ballmer. Quel souvenir vous gardez d'eux ?
Vous les avez connus personnellement. Là, vous étiez en voiture avec notamment Bill Gates en Inde. Oui. En fait, ce n'est pas un coup. Malin, pour vous placer. Ma nomination à la tête de Microsoft France n'est pas un coup. Elle est plutôt le résultat d'une carrière où j'ai eu la chance de rentrer dans une entreprise qui était en pleine ascension, une start-up. Quand je suis rentré chez Microsoft en 1988, j'ai dû répéter 3 fois le nom de la société à mes parents qui me demandaient bien où j'allais. Et pourtant, on était en 1988. Microsoft commençait à prendre son essor. Le PC était à peine sorti, Windows n'était pas encore vraiment là, et donc Microsoft était beaucoup moins connu, enfin n'était pas connu du tout. Et donc ce que je veux dire, c'est que j'ai eu la chance de rentrer dans une sorte de start-up. Il y avait une 60aine de personnes en France, 2500 personnes dans le monde, c'est-à-dire 100 fois moins qu'aujourd'hui. Donc Et vous étiez à une époque où l'économie française, et en particulier l'industrie française, commençait à s'effondrer. On était à l'époque des plans sociaux qui se succédaient. Et vous êtes dans une entreprise, non seulement qui ne connaît pas la crise, mais c'est une entreprise où on dit, où les collaborateurs disent, on avait un objectif déjà très ambitieux, mais en fait on est allé au-delà de l'objectif cette année. Oui, d'année en année, oui. Alors qu'on était au début des années 90 où tout s'effondrait. Oui, mais ce sont des périodes absolument fastes. Les gens d'NVIDIA, je pense, font la même chose aujourd'hui. Donc ce sont des moments où l'entreprise rencontre un marché qui est en pleine expansion. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai suivi ce chemin, j'ai pris des risques en décidant d'aller à l'international, de me relocaliser à Tokyo. J'avais jamais été en Asie avant, j'ai décidé de prendre un job de chief of staff là-bas, ça s'est bien passé. En gros, d'être le directeur de cabinet du patron, d'être l'organisateur du quotidien du patron de Microsoft Asie, ce qui vous permet de rencontrer les interlocuteurs du patron de Microsoft Asie, parmi lesquels les grands patrons. Je ne l'ai pas fait pour ça, mais c'est un effet secondaire extrêmement positif, si je puis dire. Non, je pensais que c'était un job de développement pour essayer. Mon objectif était effectivement de prendre des fonctions de direction. Et ce que j'ai fait à la tête de la filiale française, c'est vrai que ça m'a donné l'occasion de côtoyer Bill Gates et Steve Ballmer lors de journées entières, puisque j'étais l'hôte lorsqu'ils venaient. Et vous me demandiez... Quel souvenir vous gardez d'eux ? Le souvenir, c'est de personnes qui sont extrêmement humaines, respectueuses des personnes de terrain et qui se considèrent comme une ressource vis-à-vis de l'entreprise. Quand ils viennent, on n'organise pas l'agenda pour leur faire plaisir, on organise l'agenda pour que ce soit utile pour la filiale, y compris d'aller se faire engueuler chez des clients, et on ne prend pas le risque personnel de se faire virer si on s'est fait engueuler chez un client. Au contraire, il y a de l'écoute, il y a de l'attention et une volonté d'améliorer les choses, et ils sont là pour nous aider. À votre avis, quelle est la différence humainement entre par exemple un Bill Gates et un Elon Musk ? Je pense que je crois que Bill Gates, il l'a montré avec sa fondation, avec la façon dont il s'est réinventé dans une deuxième vie, a une très grande conscience de l'impact des technologies, de l'impact sur la planète, et il n'est pas forcément obsédé par son ego. Il y a moins d'ego chez... Tout le monde a un ego, mais en tout cas, il s'exprime d'une façon... Il y a une différence idéologique entre les deux, ça c'est sûr, je vais y revenir. Mais en termes justement de... Quelle est la différence de personnalité ? Je pense que je vais vous donner un exemple. Bill Gates, il a su mettre Steve Ballmer à la direction générale parce qu'il s'est rendu compte, il savait que lui était un très bon visionnaire, il s'occupait de la stratégie, de la vision produit, mais la personne qui a déployé Microsoft au niveau mondial et qui en a fait une formidable machine vente marketing, c'est Steve Ballmer. Et donc reconnaître ses propres limite et savoir recruter des personnes, j'ai pas vu ça vraiment chez Elon Musk, on a plutôt l'impression qu'il sait tout faire tout seul. Est-ce que Bill Gates, à travers sa fondation, poursuit un destin philanthropique ou idéologique ? Bon, je crois qu'il a dépassé ça. Je pense que c'est plus pour moi, j'entends tout ce que les complotistes peuvent raconter, mais je pense que c'est sincère. Est-ce qu'on peut ne pas apprécier les engagements de Bill Gates sans être accusé de complotisme ? Oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, ces engagements sont... l'éradication quasiment de maladies comme la malaria en Afrique, on doit beaucoup ça à la fondation Bill Gates. Mais ça, c'est vraiment une cause qui lui tient à cœur. Ah oui, je peux vous donner une anecdote à ce sujet. En tant que directeur général de la filiale, je vais voir Jacques Chirac avec Bill Gates, et à mon grand désarroi,
Ils ont passé tout l'entretien à parler du problème des maladies tropicales. Chirac se faisait l'avocat de la fameuse taxe sur les billets d'avion à l'époque, en demandant à Bill Gates d'intercéder auprès de Tony Blair pour qu'il soit pour également. Donc je pense que c'était vraiment quelque chose qui le passionnait. Qu'est-ce que vous gardez d'ailleurs de tous ces entretiens que vous avez eus à l'Élysée, aux côtés justement de Bill Gates et de Steve Ballmer à cette époque, et notamment de vos rencontres avec Jacques Chirac? Ben, je pense que ce qu'on voyait, c'était un gouvernement qui se disait que ces technologies, il fallait à un moment donné les mettre en œuvre, mais il y avait déjà cette réflexion et cette inquiétude un peu sur les sujets de souveraineté, à savoir à quel point devait-on s'engager avec des acteurs américains. Et pour Microsoft, ça a été une époque, en tout cas moi j'ai beaucoup agi là-dessus, de faire prendre conscience à l'entreprise qu'avec les parts de marché viennent des responsabilités, et d'où un certain nombre de programmes d'investissement dans le pays qui ont été décidés à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs Microsoft, parmi les GAFAM, est plutôt celui qui a la meilleure image. Vous quittez à 43 ans la direction de Microsoft, qui est la réussite majeure de l'ère informatique, avant que ce soit l'ère digitale. Vous regrettez aujourd'hui ? Pas du tout. Vous dire que j'ai pas eu des moments de doute après, non, mais non, pas du tout, parce que j'ai fait énormément de choses. Je le referai. Je ferais peut-être pas le choix d'aller prendre la direction générale du groupe Altran comme je l'ai fait, mais je le referai. Vous tentez justement une nouvelle expérience ensuite avec Altran, et là c'est l'échec, c'est le traumatisme. Oui, parce qu'en fait je n'avais pas du tout perçu à quel point c'était très différent d'être directeur général de la plus grosse filiale, même de la plus grosse entreprise du monde, versus être directeur général à la tête d'une entreprise cotée en tant que CEO ultime. Alors, on précise ce qu'était Altran à l'époque. C'est une entreprise... 15 000 personnes, 1,5 milliard de chiffre d'affaires dans les services et l'ingénierie, donc une entreprise de services. Et qui est fondée... Et de conseil. Et qui était avec deux fondateurs. Avec deux fondateurs. Et qui a des problèmes à la fois financiers et de gouvernance à ce moment-là. Voilà, le pitch, c'était je vais venir pour tourner la page des affaires, et il y avait un certain nombre de personnes qui étaient sorties de l'entreprise. Il y avait un certain nombre de scandales qui étaient qui étaient arrivés précédemment, et donc j'ai lancé, lorsque je suis arrivé, un plan de transformation qui s'est d'ailleurs très très bien déroulé. Donc je dirais j'ai fait un bon job de COO, mais pas de directeur des opérations, mais pas un vrai job de directeur général. Et il y a eu un certain nombre de révolutions. Fonctionnellement, vous faites en sorte que la machine marche bien, et pourtant, vous allez être débarqué. Il y a une révolution de palais, si je puis dire, avec une personne qui arrive en tant que président du conseil et qui décide Yves de Chesne-Martin de réorganiser à la fois le conseil d'administration et aussi l'équipe de management, et j'en fais les frais. Mais surtout, l'anecdote qui est très intéressante, c'est que vous lui dites il y a un problème avec le directeur financier, il faut changer le directeur financier, il vous dit oui, et au jour où vous trouvez la réunion pour dire bon alors maintenant le directeur financier change, qui est-ce ? Il dit non Christophe, c'est vous qui partez. Oui, ça c'est effectivement, j'ai été mis dans un corner et dans une situation impossible qui faisait que j'avais pas d'autre solution que de partir. Ce qui est très intéressant, c'est que vous expliquez que justement, et en plus c'est le capitalisme à la française, donc il y a un peu de politique, de la politique liée avec le monde politique, et même dans la façon de faire, une gestion politique des choses. On n'est pas dans la gestion américaine très efficacité. Comment un homme aussi passionné de politique, comment un homme qui a eu l'intelligence de se dire je vais être chief of staff, comme ça je serai bien vu par les patrons de la boîte, et comme ça qu'ils me nommeront patron de la boîte, a pu autant la négliger dans une entreprise comme une entreprise comme Altran. Je crois que j'ai fait une mauvaise due diligence, si on peut dire, donc une mauvaise analyse de la situation, et j'ai sous-estimé une chose importante que j'explique dans le livre, c'est que les qualités qui font de vous un très bon élément d'une grande entreprise, c'est-à-dire que vous êtes un très bon soldat d'un système organisé, ne sont pas les mêmes que celles qui sont nécessaires pour être à la tête du système et le définir. Ce ne sont pas les mêmes qualités. Notamment, il y a un conseil un jour d'un patron qui disait à un de ses collaborateurs « Tu aimes la politique ?» Réponse « Oui, collaborateur. » Commence ici. Est-ce que c'est ça que vous lui donnerez comme conseil à quelqu'un qui serait dans le top management ? Non, je crois que la politique dans l'entreprise, c'est très nocif. Et donc, je crois qu'on peut aujourd'hui bâtir des entreprises... Non, mais faire de la politique, c'est pas faire du militantisme. Je veux dire, faire de la politique, c'est-à-dire faire un peu campagne pour certains projets, pour...
prendre des exemples des campagnes politiques ou bien des mœurs politiques pour pouvoir conduire l'entreprise. C'est-à-dire articuler une stratégie pour pousser une décision, pousser un projet, s'entourer des bonnes zones d'influence, s'assurer que les messages passent bien au bon niveau, bah oui, ça fait partie des qualités d'un dirigeant. On peut appeler ça Est-ce que les ingénieurs, et surtout les ingénieurs qui sont dans les postes de direction, ne négligent pas trop cet aspect des choses aujourd'hui? Si, certainement. Je pense que c'est une des caractéristiques aussi des entreprises françaises qui sont souvent dirigées par les ingénieurs. Christophe Holnet, qu'est-ce que l'ikigai? L'ikigai, c'est un concept japonais qui est en fait la recherche d'un bien-être qui est ce que je conseille comme réflexion lorsqu'on cherche à savoir ce que va être ce que j'appelle son deuxième acte après l'entreprise, c'est-à-dire d'essayer de trouver le point de convergence entre ce que l'on aime faire, ce pourquoi on peut être payé, ce sur quoi on est doué, parce que tout ça n'est pas forcément la même chose, et puis enfin ce qui a un impact positif qui est important pour nous. Et ce qui est à l'intersection de ces 4 cercles, c'est votre ikigai. Comment vous avez découvert l'ikigai et quel a été votre ikigai? J'ai entendu parler de l'ikigai au Japon et en Asie, et en fait l'ikigai, ce que j'explique, c'est qu'il change au fur et à mesure de sa vie, parce que ses aspirations peuvent évoluer. En ce qui me concerne aujourd'hui, mon ikigai, c'est ce que je fais, c'est-à-dire de soutenir des dirigeants dans lesquels j'ai moi-même ou le fonds d'investissement 72 avec qui je travaille a investi pour les aider à transformer leur entreprise. Donc je n'ai plus cette pression opérationnelle quotidienne du dirigeant, je suis plus en deuxième ligne, et ce travail de soutien et de coaching des dirigeants est mon ikigai. Un cadre directeur connaît un échec, qu'est-ce que vous lui conseillez aujourd'hui? Je lui conseille surtout de ne pas se précipiter, d'agiter son réseau. La dernière chose qu'on peut faire, c'est et c'est naturel. C'est ce que j'ai fait. C'est d'aller expliquer à quel point on est sidéré, on est malheureux. Comme je le dis, victime n'est pas une description de poste. Vous allez avoir des oreilles attentives, mais ça n'apportera rien. Donc il faut se poser, réfléchir, faire une évaluation honnête de ses qualités, réfléchir à son ikigai et avoir un vrai plan de rebond. La façon dont vous avez rebondi montre quand même aussi la qualité, à ce niveau-là de direction, de bons chasseurs de tête, plutôt de chasseurs de tête plutôt artisanaux, c'est-à-dire plus dans le coaching que de grosses boîtes qui vont chercher à un moment un profil précis à la demande d'entreprise. Oui, c'est vrai que quand on est dans ce genre de situation, il faut plus effectivement de l'artisanat que de l'industriel. Quel a été le secret de votre rebond ? Le secret du rebond, c'est une bonne question. Je pense que l'épisode Neuilly 1 m'a donné une très grande confiance en moi, justement parce qu'on a fait une vraie aventure de leadership, parti de pas grand-chose. Et ça a été finalement un premier succès 2 ans après l'échec, et puis la reprise d'une PME qui m'a vraiment réoxygéné. Pourquoi ? Parce qu'elle répondait à ce que je recherchais probablement, c'est-à-dire un job où j'ai un impact, c'est-à-dire que les décisions que je prends, elles ont un impact que je peux mesurer de façon très concrète. Parce que vous savez, une des grosses différences entre la grande entreprise et l'entrepreneuriat, c'est le rapport à la prise de décision. Quand vous êtes dans une grande boîte, vous faites des études de cas, des mémos, des dossiers, puis il y a une décision qui est partagée, qui est soutenue ou pas. Quand vous êtes à la tête d'une boîte, décider d'embaucher quelqu'un ou pas, d'accepter tel ou tel contrat qui vous paraît extrêmement difficile, de prendre telle ou telle décision, là, la décision, c'est à vous de la prendre. Et comment on se forme à prendre la bonne décision ? Je crois que c'est l'expérience. Et l'expérience, et puis une qualité qui, à mon avis, est essentielle pour les dirigeants, l'humilité. Est-ce que les seniors sont sacrifiés au profit des retraités aujourd'hui ? Oui. La tranche aujourd'hui, et ce que j'explique dans le livre, c'est que ces difficultés que j'ai eues, elle est très très largement partagée, et aujourd'hui ça devient un véritable problème de société, car la très grande majorité des cadres auront à se réinventer, et on ne peut pas dire que les dispositifs soient bien au point aujourd'hui pour ça. Alors justement, quelle est une mesure pour remettre la reconversion
et montrer l'importance de la reconversion et de la remettre au cœur du système. Moi, je pense qu'il faudrait encourager les mécanismes qui permettraient de travailler partiellement et de toucher une retraite partielle en parallèle. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent, mais c'est trop 0 ou 1. Je suis retraité ou je suis pas retraité. Ça augmente la bancabilité des seniors, c'est ce que vous... Et ça ramène de l'argent. Si on alignait le taux d'emploi des seniors sur la moyenne européenne, on générerait près de 15 milliards de cotisations. C'est intéressant à un moment où on dit qu'il faut augmenter le taux d'emploi, justement, peut-être pour réduire la dette et augmenter les dépenses de défense. Combien de recrutements de top managers, vous dites expérimentés, et finalement se transforment en échec? Ça, c'est intéressant dans votre expérience. Ah, mais plus de top managers qui viennent d'une grande entreprise et que l'on plonge dans l'entrepreneuriat, le taux d'échec est supérieur à 50%. Votre meilleur souvenir? Vous avez moins de 30 secondes pour le dire. Mon meilleur souvenir, je dirais quand j'ai gagné le contrat avec Telstra, l'opérateur australien, avec Netgem. Quelque part, j'ai permis à une PME française d'exporter, de gagner un contrat majeur à l'autre bout du monde. Excellente Netgem qui avait justement anticipé avant tout le monde le marché des téléconnectés qui est en pleine explosion. Merci beaucoup Christophe Holnett. Merci Vincent. Le jour où j'ai quitté Bill Gates, c'est un livre passionnant, c'est très instructif, c'est captivant, c'est vraiment à lire et à offrir et à donner à ceux qui sont justement sur les questions de reconversion. C'est aux éditions Novice. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Même heure, même endroit.